Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison d'Histoire en série où aujourd'hui je reçois Angelina Giret. Bonjour Angelina. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour parler d'une série sur le monde britannique. Mais avant ça, avant de spoiler la série et d'en parler plus en détail, comme on le fait dans maintenant plus de 200 numéros d'Histoire en série, Angelina, je vais vous présenter. Vous êtes doctorante contractuelle en première année à Normandie Université sous la direction de Myriam Boussaba Bravard. Votre domaine, c'est la civilisation britannique et le titre de votre thèse est le suivant: Les femmes britanniques nées en Inde entre 1835 et 1915, épouse impérialiste et migrante. Vous avez fait aussi quelques petites publications et la dernière en date, c'est la participation à un ouvrage collectif sous la direction d'Emmanuel Sauvage, Les voyageurs face aux langues, apprentissage, expérience, transmission, qui est paru à Paris aux éditions Kimé en 2020. Donc on va, vous l'avez compris, chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui évoquer ce monde britannique en relation avec cet empire colonial, ces Indes, cet empire des Indes, justement. On a déjà fait plusieurs émissions dessus. Je vous renvoie d'ailleurs à ce qu'on a pu enregistrer, notamment avec Paul Verret. Vous allez sur notre site internet histoireensérie.com. Vous avez la présentation de toutes les émissions depuis le début, avec à chaque fois le lien pour les écouter sur les plateformes de podcast et sur YouTube notamment. Donc, pour commencer, comme c'est la tradition, Angelina, je vais vous demander, est-ce que vous pourriez nous présenter cette série et en faire le synopsis? Bien sûr, alors The Jewel in the Crown, ou Le joyau de la couronne, est une série de 14 épisodes créée par Ken Taylor et inspirée de l'œuvre de Paul Scott, une saga littéraire de 4 volumes qui s'appelle The Raj Quartet, qui est sortie entre 1965 et 1975. Avant d'en dire plus, on pourrait tout de suite parler de ce titre, le joyau de la couronne, car c'était en fait le surnom historique de l'Inde britannique. Le joyau, car c'est la colonie indienne qui a permis au Royaume-Uni d'asseoir son statut de puissance coloniale mondiale, mais aussi parce que l'Inde comptait de nombreuses ressources et déjà une grande population à l'époque du début du Raj. Ce mot, Raj, se traduit par règne, c'est un mot hindi. Donc on parle ici bien sûr du règne britannique en Inde. La série explique d'ailleurs très bien cette expression de joyau de la couronne grâce à un tableau. On y voit le joyau donc qui est offert, un joyau qui est offert à la reine Victoria. Donc on pourrait penser que c'est ce joyau dont on parle, mais c'est en fait une allégorie. Et le joyau, c'est bien sûr l'Inde. De manière plus actuelle, on peut penser en ce moment au Koh-i-Noor, donc ce fameux joyau indien qui fait polémique car il est réclamé par l'Inde, mais il est pour le moment sur la couronne de la reine consort, si je ne me trompe pas, et il avait en fait été confisqué par les Britanniques. Revenons sur la série. La saga du joyau de la couronne a tout d'abord été un succès littéraire, le plus grand pour Paul Scott, mais aussi un succès télévisuel diffusé en 1984 sur ITV, grande chaîne privée britannique, et ensuite en 1987 sur TF1. La série a été multi-récompensée au BAFTA en 85. Et la date de la sortie de la série, 1984, est importante car elle s'inscrit dans cette décennie 80,
Et que ce soit en termes historiographiques qu'en termes télévisuels, c'est le moment où on commence à étudier l'histoire du rage sous différents prismes. Celui de l'étude des femmes, hein, pour n'en citer qu'un et pour rester dans mon domaine. Mais c'est aussi le moment où on représente l'Inde sur petit et sur grand écran. Avant la sortie de Jewel in the Crown, on a au cinéma, donc on a Gandhi qui sort en 82, Heat and Dust qui sort en 1983, et la même année que la série, il y a également l'adaptation filmique de A Passage to India qui arrive sur grand écran, donc adaptation du roman de E.M. Forster. En termes de réception, on a alors un accueil très positif. Je l'ai dit, la série a été multi-récompensée. Donc, c'est vrai qu'on a peu de diversité dans les personnages, mais Paul Scott, l'écrivain de la saga littéraire, a vécu en Inde et allé lui-même en tant que militaire. Cela explique ce cercle restreint, mais bien dépeint. On peut regretter l'absence de femmes anglo-indiennes, femmes britanniques mais nées et élevées en Inde, absence que l'on peut retrouver dans la littérature académique notamment. Malgré cela, l'originalité de la série, c'est de représenter les toutes dernières années du Raj, la présence britannique en Inde datant de 1857, et la série nous situe entre 1942 et 1947 jusqu'à l'indépendance. D'autres séries ont voulu représenter cette fin de rage également, et beaucoup plus récemment, c'est le cas de Indian Summers, qui n'a malheureusement pas pu aller au bout du projet, mais Sarah Legrand-Jacques en a déjà parlé dans un épisode de Histoire en série. Côté grand écran, on a eu aussi dernièrement, en 2017, le film Le dernier vice-roi des Indes, qui a représenté les derniers instants du Raj britannique, mais cela demeure très récent et le joyau de la couronne, je vous le rappelle, date de 1984, donc dans ce sens, c'est assez précurseur. Avant d'aborder les grands thèmes de la série, parlons des personnages, et ceux-ci sont nombreux. En 1942, la Britannique Daphne Manners arrive en Inde pour être infirmière et elle rencontre Hari Kumar, un Indien, du moins un homme d'apparence indienne, mais qui s'identifie comme anglais en raison de l'éducation qu'il a reçue. Les deux personnages se rencontrent et sympathisent grâce à leurs intérêts communs notamment. Et au même moment, Daphné rencontre également le policier britannique Ronald Merrick, qui la demande en mariage. Mais elle refuse, car ils n'ont rien en commun. Une nuit, Daphné et Harry concrétisent leur amour dans les jardins de la ville, mais juste après, un groupe d'hommes indiens apparaît, frappe Harry et viole Daphné. Ronald Merrick, le policier, est jaloux de Harry, l'accuse du viol, même si Daphné continue de clamer l'innocence d'Harry. Peu après, Daphné apprend qu'elle est enceinte et décide de garder le bébé. Elle meurt en couche et le bébé métis est pris en charge par sa tante Ethel Manners. Les voisins de cette tante sont la famille Layton, composée principalement de 3 femmes, Millie ou Mildred, la mère, et ses 2 filles, Sarah et Suzanne. Elle rencontre Merrick et nous suivons leurs histoires dont l'avenir va finalement s'entremêler. Malgré la multitude des personnages, ce que le spectateur voit à l'écran, ça a lieu finalement au sein d'un microcosme, parfois déconnecté du contexte géopolitique inquiétant. Et c'est l'esthétique de la série qui nous montre cette déconnexion. On a au fil des épisodes quelques interludes qui apparaissent. Nous sommes coupés finalement de l'action en cours par des images d'archives. Et ces images d'archives nous montrent les tensions de la Seconde Guerre mondiale, les tensions en Asie et en Inde, plus localement, avec des révolutions. Or, cela contraste vraiment totalement avec les situations filmées de cette vie impériale qui paraît douce, une vie
où l'on vit, on parle, on boit du thé, mais finalement la situation les rattrape toujours, cette situation donc globale plus violente, et on va le voir dans un instant. Alors justement, Angelina, c'est intéressant de toutes les thématiques que vous évoquez ici à travers cette série parce que ça va nous permettre de découvrir hein, ce monde indien. C'est vrai que on l'a peu évoqué quand même dans les séries, on l'a évoqué aujourd'hui, mais on a évoqué aussi avec Paul Verlaine notamment la partition de l'Inde en 1947 et donc bien sûr le fait qu'elle ait quitté hein, la couronne britannique, l'indépendance de 47, mais on a peu évoqué cette société. Alors on l'a évoqué un tout petit peu. C'était dans les premiers épisodes d'Histoire en série, il y a 3 ans déjà, avec Sarah Legrand-Jacques, où on avait fait justement une série qui montrait cette société coloniale en vacances, on va dire estivales, dans les montagnes du nord de l'Inde. On le voit un petit peu, c'est intéressant. Alors j'aimerais en plus être spécialiste de cette histoire de féminité, de société coloniale, qu'on rentre là-dedans. Et peut-être la première question que je pourrais vous poser, c'est autour de la question de la race, puisque on le sait, hein, toutes les sociétés coloniales à partir du 19e siècle sont composées par des Européens qui arrivent dans une colonie et donc ces colons s'installent et c'est d'ailleurs au nom de ce qui est très répandu à l'époque, de la supériorité bien sûr de la race blanche, de ne pas se mélanger avec les élites même locales. Alors qu'est-ce qu'il en est à travers cette série pour l'Inde? Oui, historiquement, dès le début du Raj en 1857, de plus en plus de femmes britanniques viennent en Inde pour épouser des militaires et autres fonctionnaires coloniaux. Et toute cette migration est bien sûr encouragée pour éviter qu'il y ait des familles mixtes et délimiter finalement une frontière entre les Britanniques et les Indiens sans jamais qu'ils ne se mélangent. D'ailleurs, ils ne se mélangent pas du tout et on le voit dès le premier épisode quand Daphné, lors d'un événement, lors d'une cérémonie, croise des connaissances du travail et du club, donc des Britanniques. Elle croise en même temps Harry, qui décide de rester en retrait et qui est en arrière-plan. Et on voit qu'elle est au milieu de ces deux groupes, donc du groupe britannique et de Harry, et elle doit choisir. Elle ne peut pas les présenter et discuter finalement tous ensemble. Les Indiens, d'ailleurs, ne sont que des personnages de seconde zone dans la série et ils n'ont pas vraiment de voix. On ne les entend pas parler de leur avenir, de l'avenir de leur pays, sauf à la toute fin, vraiment, quand le Nawab et son fils Cassim parlent de la partition. En termes de visibilité, c'est similaire. Nous voyons quelques Indiens s'exprimer, mais seulement ceux de la haute caste, et le reste ne sont que des domestiques. D'ailleurs, Sarah Layton le fait remarquer et dit qu'elle ne sait pas se comporter avec les Indiens, car les seuls qu'elle ait jamais rencontrés sont des domestiques. Elle le dit alors qu'elle se prépare à aller à une fête où des Indiens de la haute caste seront présents. Cette interdiction tacite de se mélanger, Kumar et Daphné la transgressent. Ce qui les rapproche, c'est aussi ce qui les rapprochera dans une moindre mesure Cassim et Sarah Layton. Par la suite, finalement, ces 4 personnages ne trouvent pas leur place dans ce schéma colonial qui est complexe, mais aussi borné et fait de beaucoup de non-dits. Donc, par 2 fois, c'est donc on a 2 couples, je dirais, donc le couple amoureux Daphné et Harry, et ensuite les amis Sarah et Cassim. Par 2 fois, ils se rapprochent, mais à chaque fois, c'est le policier Merrick, Ronald Merrick, euh, qui ne, qui ne supporte pas ce rapprochement. Et on a un parallélisme à l'écran. À chaque fois, c'est lors d'une fête que Merrick se sent de trop et s'interpose physiquement entre l'homme indien qui est là, donc Cassim ou Harry Kumar, et la femme britannique qu'il convoite, Daphné, ou ensuite Sarah Layton. Cette séparation physique qu'il crée s'avère inutile et Daphné et Kumar, plus particulièrement, ne peuvent que voir leur point commun. Il y a une réelle connexion entre eux et cette connexion n'existe pas entre Daphné et Merrick. Alors la série, grâce à cette histoire d'amour, puis l'histoire d'amitié,
entre Sarah et Cassim déconstruit la notion de race et le schéma colonial, mais montre également qu'il était impossible d'y échapper au final. Par exemple, Kumar est un Anglais, se sent anglais, parle anglais, et il crée une sorte de déséquilibre dans cette construction. Il est gênant, et selon des gens comme Merrick, il doit être éliminé, et c'est ce qui va se passer. On voit aussi que la tentative d'échapper au schéma est un échec, car le résultat de l'amour entre Daphné et Kumar, c'est un bébé, une fille nommée Parvati, qui est une véritable honte pour tout le monde. Et Daphné, elle aussi, devient une honte, même après sa mort. Même si elle a été victime d'un viol, on se souvient d'elle non pas comme une victime, mais comme finalement quelqu'un qui a trahi sa nation et ses idéaux. Je parlais tout à l'heure des non-dits et du silence colonial, on pourrait l'appeler ainsi. Mais face à toute cette machine coloniale ou même à cette charade coloniale, on pourrait dire, pour reprendre les mots de Ethel Manners, la tante de Daphné, plusieurs personnages n'ont qu'une réponse face à ce silence et ça ne montre finalement que leur impuissance. Ils disent tous, et en particulier Daphné et Sarah, There's nothing I can do, there's nothing we can do. Donc, on n'y peut rien, je n'y peux rien. Et finalement, le système est trop puissant et trop ancré pour être révisé et c'est un échec. Donc ce système, loin d'être quelque chose de totalement fluide, n'est jamais explicité. Le seul à l'expliciter, c'est finalement Merrick. Il l'expliquera à Sarah, qui sera choquée d'ailleurs, mais aussi à Harry quand ils seront seuls et qu'il sera en position de force. Il lui dira qu'il est le dominant et lui le dominé, et que les relations humaines dans la colonie ne peuvent être basées que sur le pouvoir et la peur. On va en venir maintenant à une thématique qui est au cœur de votre recherche, celle de la question du genre. Alors, j'allais peut-être renverser, mais pas trop, parce que justement, c'est ce qui est intéressant. Par rapport à vos recherches, vous travaillez sur les femmes, mais j'avais envie de vous poser des questions justement sur les hommes, parce que on le sait, hein, dans la construction idéologique de toutes ces sociétés coloniales, c'est l'homme, c'est le colon, c'est le militaire, souvent blanc, qui est au cœur de toute la propagande impériale pour montrer que c'est lui qui est en train d'élargir cette civilisation ici britannique. Qu'est-ce qu'il en est finalement alors de cette série, dans cette série de la question des masculinités, Angelina? Oui, tout à fait. Les autorités britanniques ont utilisé des représentations à la fois raciales mais aussi genrées pour prendre le contrôle de l'Inde. Le genre a été utilisé de deux manières par les colonisateurs britanniques masculins. Il a principalement permis aux hommes britanniques de conserver le pouvoir en véhiculant une image très violente d'eux-mêmes, et ils étaient donc perçus comme les détenteurs de l'ensemble du pouvoir. Tout au contraire, on peut voir dans les archives beaucoup de représentations d'hommes indiens qui sont soit ridicules, soit totalement efféminés. Ainsi, l'homme britannique est montré comme fort, violent pour imposer l'empire et sa domination, tant au niveau racial que du genre. Et ce contexte théorique est révélateur en ce qui concerne la relation entre le policier britannique, donc Ronald Merrick, et l'homme d'apparence indienne, Harry Kumar. D'ailleurs, avec Merrick, on a tout à fait ça, cette image de l'homme violent. On le voit quasiment jamais sans son bâton. On dirait qu'il est toujours prêt donc à frapper finalement. Et il est le seul homme militaire ou homme britannique à être toujours représenté avec ce bâton. On ne voit pas d'autres hommes britanniques comme cela. Ce qui rend la relation entre les deux hommes encore plus complexe, euh, c'est cette idée d'attraction et de répulsion simultanée. Finalement, Merrick, il est pris au piège dans un paradoxe colonial. Omi Baba, dans sa
théorie du discours colonial décrit ce mélange complexe d'attraction et de répulsion qui caractérise la relation entre colonisateur et colonisé. Bon, c'est pas particulier à l'Inde, ça se retrouve dans plusieurs autres colonies et cette relation s'observe vraiment dans la relation entre Merrick et Kumar. Merrick tente de repousser Kumar comme il tente de couvrir son homosexualité pour continuer à jouer son rôle de chef viril de la police. Mais son attirance sexuelle pour Kumar et les hommes en général est vraiment perceptible dès le deuxième épisode d'ailleurs, lorsqu'il commence à interroger Kumar en l'accusant ouvertement du viol de Daphné. Il le touche, l'oblige à se mettre nu et le bat. Et plus tard dans la série, on le voit aussi très proche de son domestique indien. Dans ce sens, on est très loin de la représentation de l'Indien qui viole des femmes britanniques, puisqu'ici, c'est finalement l'homme britannique qui est censé être porteur de la civilisation, qui touche l'homme indien et qui ne sera jamais vraiment puni pour ça d'ailleurs. La série montre aussi l'autre versant de la masculinité britannique, qui n'est bien sûr pas que violente. Dans les derniers épisodes de la série, on a le personnage de Guy Perron qui apparaît. Et en termes d'étude de la masculinité, c'est également un personnage intéressant car il est finalement le contrepoint de Merrick. Merrick, de toute façon, à ce moment-là, représente le passé et il est mort, alors que Guy, lui, est toujours vivant, fait des projets. Et d'ailleurs, les deux hommes ne se sont jamais entendus, ils travaillaient ensemble, mais Merrick avait un total mépris pour les Indiens, ce qui n'était pas le cas de Guy. Et Guy apparaît plutôt sensible comparé à Merrick. Il avoue même avoir peur des serpents, chose que Merrick n'aurait jamais avouée. Il a étudié l'histoire à l'université et aimerait d'ailleurs travailler sur l'Inde par la suite. Donc il représente finalement le futur, contrairement à Merrick qui représente le passé, et aussi un autre type de masculinité qui est possible. Et il considère également que les Britanniques ne peuvent pas partir comme ça et que finalement le Royaume-Uni a des obligations morales envers l'Inde. Angelina écrivait une autre question pour étudier cette série, Le Joyau de la Couronne. C'est la question du milieu social. On est dans le cadre ici d'une société coloniale. Et dans cette société coloniale, il y a peut-être d'ailleurs un double intérêt à regarder ce milieu social. C'est le milieu social au sein des colons eux-mêmes, mais aussi entre colons et donc indigènes sur place. Qu'est-ce qu'il en est? Comment est-ce qu'on montre ça? On sait très bien qu'en plus en Inde, le milieu social est d'autant plus difficile à étudier qu'il y a dans la société indienne, toujours d'ailleurs, la question des castes. Oui, en effet, le milieu social est très important et il est très important des deux côtés, du côté britannique et du côté indien, notamment avec les castes. On voit qu'on a donc une hiérarchie qui est basée sur la race, mais on a aussi des hiérarchies internes, finalement, des sous-hiérarchies, euh, donc avec le milieu social. Euh, Par exemple, même si Merrick semble avoir l'ascendant sur ce système, euh, cette hiérarchie coloniale, sur ce système, toute cette hiérarchie, car c'est un homme blanc, il est lui aussi victime de cette hiérarchie car il vient des classes populaires. C'est un élément qui, malgré ses différentes promotions, le poursuivra et fera qu'il sera toujours un homme dans une position ambiguë. Il est fier à certains moments car il rappelle lui-même son milieu social et il montre son ascension, mais ce que l'on retient, c'est surtout sa frustration qui ne le quittera jamais. La, la relation donc entre les hommes et les femmes est aussi soumise au milieu social et c'est aussi quelque chose qui envenimera la relation entre Merrick et Kumar, car dès le premier épisode, le téléspectateur est informé
à plusieurs reprises du parcours des deux hommes. Kumar, qui est journaliste, qui a étudié à Chillingborough, qui est réputé pour être l'une des meilleures écoles d'Angleterre, et au contraire, Merrick, qui est un garçon de l'école publique. Euh, et ça aussi, s'est répété tout au long de la série. Donc, épisode après épisode, il tente de gravir l'échelle sociale par son travail acharné, mais aussi par ses fiançailles potentielles avec Lady Manners, Daphne Manners, donc, et son amitié avec la famille Layton aussi. Néanmoins, tout le monde remarque son origine sociale à travers son parler, son comportement. Et dans le 4e épisode, par exemple, Mildred Layton, donc la mère, dit qu'on voit très bien d'où il vient, et il est toujours mis à mal finalement par les autres Britanniques de la station où il vit. Et à chaque rassemblement, il n'est pas vraiment à sa place, il ne trouve pas sa place dans ce monde de privilégiés, même s'il est entouré de Britanniques. Il n'a pas les codes, et finalement les seuls qu'il connaisse, ce sont les codes de la colonie, les codes quand il est entouré d'Indiens. On va prendre l'exemple d'une fête, une fête durant laquelle Merrick s'éclipse pour fumer. Il préfère donc fuir ce rassemblement. Et aussi pendant cette fête, une tante de la famille Layton, Fanny, cherche une boîte. Elle pense qu'un Indien lui a volé, et elle envoie tout de suite Merrick pour chercher cette boîte, qui est finalement seulement dans la voiture, si je ne me trompe pas. Donc elle envoie Merrick, puisque son statut finalement, son statut social, donc sa classe sociale inférieure, ne le relègue voilà, un statut finalement lui aussi un peu subalterne. Donc ce personnage de Merrick est finalement complexe, puisqu'il est pris en étau entre toutes ces contraintes coloniales, donc de race, de milieu social, et en quelque sorte, il essaie de compenser son milieu social modeste par une adhérence totale au système colonial, qui est une ouverture pour lui, un moyen de s'élever. Et historiquement, d'ailleurs, on retrouve cela. Il était dit qu'en Inde, on pouvait s'élever plus facilement, on pouvait avoir de meilleures promotions, et c'est pour ça que certains partaient, certaines familles entières partaient également. Et quand on avait 8 domestiques en Angleterre, par exemple, il fallait s'en payer 30 en Inde pour garder le même style de vie. Cet équilibre donc entre race et milieu social, on le retrouve aussi du côté indien, aux différents rassemblements qui sont toujours organisés par les Britanniques. Des Indiens sont tout de même invités, mais ce ne sont que des princesses, des nawabs, des brahmanes, donc que ceux des hautes castes, comme si finalement leur caste pouvait compenser leur race. Et donc, on voit vraiment cet équilibre qui essaie d'être trouvé dans ce socle colonial complexe. Mais certains de la haute caste, notamment les Nawabs et les princesses, étaient des alliés coloniaux. On en arrive maintenant, Angelina, peut-être au terme de cette émission avec une dernière thématique qui est un peu plus sous-jacente, qui d'ailleurs est intéressante parce qu'elle permet d'évoquer le problème de la question mentale, de la santé mentale. C'est quelque chose qui vient à la mode aujourd'hui dans toute étude historique, cette histoire de la médecine, on le sent bien apparaître dans cette série-là. Comment est-ce que c'est amené? Comment est-ce qu'on parle finalement d'une question qui, au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale, est tabou, hein, et après, ça commence à se développer, la question de la santé mentale dans les colonies. Oui, le thème est abordé en toile de fond, certes, mais on le voit quand même, et c'est finement amené, et ça concerne à la fois les hommes et les femmes. C'est ce que j'ai aussi trouvé intéressant. Si on regarde dans les recherches de l'époque de la série, le thème de la santé mentale dans les colonies était quasi inexistant. C'est la chercheuse Indrani Sen qui a fait ensuite, qui a fait de ce thème l'un des sujets prolifiques de sa recherche, plus de 20 ans plus tard environ. Malheureusement, pour le moment,
le bilan est qu'il est difficile de prouver un lien quelconque entre l'Inde et la santé mentale des femmes, ou alors le climat chaud, le climat tropical, et une santé mentale fragile. Euh, Plusieurs hypothèses ont été émises. Donc, peut-être que la chaleur pourrait affecter la santé mentale, ou alors le trop-plein d'activités sociales, ou alors tout au contraire, l'ennui. Et on retrouve toutes ces hypothèses dans certains personnages de la série. Alors, je vais déjà parler de deux cas qui sont pour moi un peu à part. C'est ceux de Susan Layton et Barbara. Donc, Susan Layton, qui est une des filles de la famille que l'on suit jusqu'à l'indépendance. Donc, Susan perd la raison, mais elle vit un deuil, puis finalement deux deuils, deux fois finalement le deuil de son mari, donc parce qu'elle va se remarier suite au premier deuil, et Barbara, qui est une missionnaire et qui vit un deuil également. Et donc ces deux femmes perdent la raison, mais on peut le comprendre au vu de la situation. Et je pense que ça permet de voir que la mort, en ces temps coloniaux, en ces temps de tension mondiale, était très présente et que ça avait un impact sur ce microcosme qui semblait parfois épargné, mais finalement ce n'était qu'une illusion. Donc on ne sait pas si c'est l'Inde ou finalement les deuils successifs qui peut rendre ces femmes dépressives ou fragiles, mais on en a une image assez fidèle, et aussi une image fidèle des traitements qui étaient administrés à l'époque. Souvent, on les enfermait, tout simplement. Concernant des cas plus concrets, on peut suivre Mildred, la mère. Donc son mari est en Europe pour combattre pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis qu'elle est en Inde. On voit qu'elle boit excessivement, qu'elle s'ennuie. Plusieurs fois, elle dit que tout serait plus excitant que la ville où elle réside, Pankot, cette station où l'on va pour un climat plus clément. Et d'ailleurs, dans le dernier épisode, on est vraiment à la fin du rage et les personnages que l'on connaît sont encore tous là, mais se demandent s'ils doivent rentrer ou partir. Mildred ne se pose pas cette question, elle est déjà partie, et depuis un moment, alors que ses filles, son petit-fils et son mari sont en Inde. Donc on voit qu'elle a quasiment fui l'Inde dès qu'elle a pu. Ensuite, on a aussi le cas du militaire, le capitaine Purvis, qui est un collègue de Guy Perron. Euh, il a très peu de scènes, mais on l'entend dire, quand Guy lui demande quelle est sa mission en Inde, il dit: ma mission, j'attends que Delhi m'appelle. Voilà, ça c'est l'Inde. C'est tout à fait ce qu'il dit, en soupirant d'ailleurs. Et on ressent qu'il a l'impression d'avoir une mission inutile, sans intérêt. Il se demande même si un jour le téléphone va finalement sonner pour l'informer de quelque chose qui se passe à Delhi. Et on apprend par la suite qu'il a voulu mettre fin à ses jours. La série est vraiment précurseur dans ce sens, oui, dans ce sens, car elle aborde ce thème que la recherche n'a encore finalement que très peu abordé. En conclusion sur la série Le Joyau de la Couronne, qu'est-ce que nos auditeurs et auditrices, Angelina, doivent finalement retenir sur cette série? Vous l'avez dit, qui date d'il y a quelques années, mais qui garde vraiment un certain intérêt. Oui, elle garde vraiment un intérêt. On peut la regarder pour le plaisir, mais aussi à la lumière même du contexte actuel. Et je pense que c'est une série qui a tenté vraiment de déconstruire tout ce qui était l'entreprise coloniale, a parfois échoué sur certains aspects, mais s'avère quand même très intéressante en ce qui concerne donc ce qu'on appellerait les soft powers, donc tout ce qui était mis en place pour s'imposer de manière donc, culturelle notamment, et pas forcément au niveau militaire. Donc l'étude de ces soft powers est très importante et très intéressante dans cette série.
Angelina Giret, merci beaucoup pour l'étude du joyau de la couronne. Alors, vous avez fourni une bibliographie indicative, comme tous les intervenants et intervenantes du podcast, que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com à la page de l'émission. Et donc, les auditeurs peuvent s'y rendre et aller peut-être compléter leurs connaissances à la fois sur l'Inde britannique et sur la société coloniale telle que vous nous l'avez présentée dans l'émission. Vous avez aussi rappelé qu'on a déjà fait des émissions dessus, notamment avec Sarah Legrand-Jacques sur Indian Summer. Je renvoie là aussi, je l'ai dit tout à l'heure, les auditeurs et auditrices vers notre site internet pour retrouver l'émission et aller l'écouter, ce qui permettra, à mon avis, entre vos deux points de vue, d'avoir une étude relativement intéressante et complète de la société indienne vue à travers les séries. Merci beaucoup, Angelina. Alors, n'oubliez pas, hein, si vous voulez suivre notre actualité, parce qu'elle va être riche durant cette année, la fin de l'année 2022 et surtout en 2023, avec l'organisation de colloques et de journées d'études consacrées aux séries, où Histoire en série est partenaire. On y reviendra dessus. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux, le groupe Facebook, hein, histoireensérie.com, et puis notre fil Twitter, @histoire-série. N'hésitez pas, abonnez-vous et vous saurez tout ce qui se passe dans le podcast. Merci beaucoup, Angelina. Et puis à bientôt, j'espère, pour une nouvelle série sur le monde britannique. Merci Nicolas, à bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet populated by a stranger.